Attention, ça tourne. Mesdames et messieurs, señoras y señores, ladies and gentlemen. Jadis, les grands navigateurs partaient sur la mer à la recherche des épices. Épices, jadis. Ce soir, du côté de Zanzibar, on va vous raconter une grande histoire. Histoire Zanzibar. Au bout du monde, au coin de la rue, vous allez voir, toutes ces histoires valent le voyage. Oradell, where I was raised, was a small town, population about 2,000 then, and J'ai grandi à Oradell. C'était une petite ville d'environ 2000 habitants à l'époque. Il y en a peut-être 2001 aujourd'hui. Les 7 premiers astronautes venaient tous de petits villages. Moi, j'ai grandi dans un profond respect pour les pompiers et les policiers. Et une de mes premières ambitions était de devenir l'un d'eux. And an early ambition was to be one of them. C'est l'histoire du petit Wally Schirra. De son vivant, il laissera son nom à une rue du village. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'être pompier et qui sera astronaute. C'est l'histoire de Captain W. Sur la place d'Oradell, un panneau rappelle qu'il fut le premier homme de la région lancé en orbite autour de la Terre. C'était le temps de la Grande Dépression. Le monde se remettait à peine de la Première Guerre mondiale. L'économie était au plus mal. $1, c'était alors quelque chose. Je devais vendre 20 douzaines d'œufs pour gagner $1. Je touchais 5 cents à la douzaine. La vie était plutôt simple dans notre petite ville. Quand il faisait froid, on mettait le chauffage. On ne se souciait pas de savoir d'où venait le pétrole. Ça venait bien de quelque part. Nous avons grandi en connaissant le nom de nos policiers et de nos pompiers. Si on faisait une bêtise, on était ramené à la maison par le chef de la police. Flo, c'était le nom de ma mère. Wally a encore fait le vilain, c'était tout. Et quand papa rentrait, il disait « T'as encore fait des bêtises ?»« Pas trop. Bon, d'accord, attention la prochaine fois. » Je savais que si j'allais trop loin, il se fâcherait pour de bon. Un jour, dans les années 30, le grand cirque Bellet déploie son chapiteau à Oradell. Un numéro bien particulier se grave alors à tout jamais dans la mémoire du petit Wally. Avant que ma sœur et moi ne soyons nés, mes parents ont eu des bons moments avec un numéro d'acrobatie. Ma mère marchait sur les ailes d'un avion que papa pilotait. Ça avait l'air terrifiant, ça l'était sans doute. Les spectateurs payaient $5 pour les voir faire un tour. Maman m'a dit avoir arrêté le numéro quand j'étais dans son hangar. J'ai donc volé avant d'être né. Charles Lindbergh,
tous les gamins pensaient que Charles Lindbergh était le plus grand des héros. Ouais, Lindbergh était mon héros. Lindbergh et quelques policiers. Mon père aussi était un héros. C'est un sentiment formidable que d'avoir du respect pour son père, de trouver que c'est un héros. Il avait combattu dans les airs pendant la Première Guerre mondiale, avait abattu des avions, avait été lui-même abattu. Papa était un héros. Il était très réticent à parler de ça avec des gens qui n'avaient pas été au combat. Les héros parlent aux héros. Moi, j'étais pas un héros, j'étais un fils. J'ai jamais entendu les histoires de combat de mon père jusqu'au jour où je l'ai croisé sur une des bases militaires au Japon. Tout mon escadron s'est retrouvé au bar avec mon père. On l'a à moitié saoulé. Voilà comment j'ai entendu raconter qu'il avait essayé de passer en volant sous l'Arc de Triomphe. Quand j'étais enfant, un jour, j'ai vu un aviateur de la marine marchant dans la grande rue d'Oradell. Son uniforme vert, ses ailes dorées sur la poche gauche de son uniforme, ses chaussures marron si bien cirées. De ce jour, j'ai voulu entrer dans la marine. Mon père habitait par ici. Et il aimait s'asseoir sous le drapeau là-bas. Vous voyez, comme ce vieil homme, pour voir passer les bateaux. Chaque fois que je passe par ici, je me dis, hey, est-ce que papa est toujours assis là? Ah, c'est drôle. Il était là, exactement comme cet homme. Tiens, on nous regarde là. Tout cet argent dépensé pour nous, pour notre entraînement sur les bateaux, les avions, c'était pour quoi faire? C'était pas pour manger des glaces avec des vieilles dames. C'était pour aller à la guerre. Je suis donc parti en Corée, ce qui a complètement changé le cours de ma carrière. On ne sait jamais ce qui va se passer au combat. En revanche, on sait, si l'on a en soi quelque chose qui dit « je suis capable de supporter cela ». Ça ne signifie pas que c'est agréable, non, mais c'est tolérable. Je peux faire mon boulot, je suis capable d'y retourner. C'est sans doute ça le moment de vérité, comme un taureau dans l'arène qui charge encore et encore. Je n'aurais sans doute pas eu le même succès si je n'étais pas passé par cette épreuve du combat. Ce fut un élément déterminant dans le programme spatial que de comprendre ces situations très difficiles et de s'y adapter. Understand difficult situations and stand up to it. En février 1959, on sélectionna les astronautes. Malgré les réticences du président Eisenhower à voir le programme spatial identifié un programme militaire, la sagesse a prévalu et on a choisi parmi les pilotes de chasse. Au total, l'administration a sorti 508 dossiers, 110 répondaient aux exigences de base, avoir entre 25 et 40 ans, 1,80 m maximum, un diplôme d'enseignement supérieur, etc. Nous sommes arrivés à Washington avec ordre de nous présenter au Pentagone. Qu'est-ce qui se passe? On se demandait bien pourquoi on nous avait convoqués. Et nous voilà dans une salle de réunion où deux ingénieurs et un psychologue annoncent « Nous cherchons des volontaires pour un programme spatial appelé programme Mercury. Vous irez dans une capsule en haut d'une fusée et partirez autour de la planète. » J'ai pensé, moi je m'en vais. Et il continue, vous inquiétez pas, nous enverrons des chimpanzés d'abord. Ah, moi c'était terrible, moi je voulais partir.
Non, mais ils cherchaient des gens de cirque, des acrobates, des funambules. Non, moi, je voulais piloter des avions à réaction, pour faire un numéro d'homme canon. Non, mais c'est ce qu'on voyait dans les cirques, un type projeté par un canon dans un filet. That's what they wanted, was a performer, not a test pilot. Oh, the Cannonball Man, yes, I had as a child. Ouais, je me souviens bien de ce numéro. De retour à ma base, j'ai discuté avec des amis, des officiers plus âgés qui m'ont dit « Si tu veux aller plus haut, plus loin, plus vite, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller dans l'espace. » On nous a emmenés au Nouveau-Mexique pour passer des tests de sélection. Nous étions des malades bien portants examinés par des médecins très atteints. Ils nous ont fait subir à peu près tout ce qui est imaginable. Nous n'avions aucune idée de ce qui allait se passer. Nous savions qu'un jour nous piloterions quelque chose, mais quoi et quand? La seule chose dont nous étions sûrs, nous étions 7 candidats pour être le premier homme dans l'espace. Nous nous sommes retrouvés à la NASA et un type nous dit « Préparez-vous à parler à la presse ». La porte s'ouvre et c'est le plus grand choc de ma vie. Des centaines de journalistes attendaient nos déclarations et nous mitraillaient. Nous n'avions jamais été un centre d'intérêt comme ça. C'était une révolution pour moi. Passer de l'obscurité totale à la célébrité mondiale du jour au lendemain, pire, d'une minute à l'autre. And the phone rang and said, "Can you go to Washington tomorrow morning? They're going to announce the first astronauts." And that was the time when this woman, May Craig, I think it was the Boston Sun, yeah, I think it was Boston Sun, said, "How many of you people intend to come back alive?" J'ai levé les deux mains, John Glenn également. Both Glenn and Schirra put 2 hands up. And that was the only picture that I ever made. That was our opening picture in Life the next week of the 7 men with that question. And when I got back to the office, I sent a memo to the managing editor and to the science editor saying, look, this is going to be the greatest story ever made. This was the greatest adventure man's ever going to do to go to the moon. Just going into space. Well, I think we were making heroes before they even had time to fly, yeah. We were Life magazine and me. We were part of the group that made heroes of the astronauts before they even got into a spacecraft. Ils ont fait de nous des super-héros, des super boy scouts. On ne pouvait rien faire de mal, pas même se curer de nez. Au bout d'un moment, on a dit trouver autre chose. Alors ils nous ont photographiés en maillot de bain, au bord de la mer, faisant du ski nautique, essayant de vivre normalement. C'était impossible. Nous ne pouvions pas être normaux. Il y avait une telle pression de la presse à l'époque. Je devrais vous montrer une bande de ce que les caméramens ont vu un jour, eux qui de loin pointaient leur caméra sur le phare de Cap Canaveral, croyant que c'était la fusée. I'm wondering if some sort of a high carotene diet or high vitamin mineral diet would be helpful to this situation. All the cameras normally focus on the lighthouse. Toutes les caméras étaient pointées là-dessus.
Voilà une belle vue de l'espace. That was a fine shot, but then I guess you've had plenty of experience. No, that was my first shot. I'm really a lighthouse keeper. I like to think for myself. Le véritable gardien du phare, le voici. Maître du pas de tir de Cap Canaveral, il a été celui en qui les astronautes plaçaient toute leur confiance. Ils remettaient leur vie entre les mains de cet homme-là. Son nom, Günther Wendt, d'origine allemande, ancien de la Luftwaffe, il a quitté son pays après la défaite du Reich. Wally et les autres astronautes l'appelaient le Führer du pas de tir, autoritaire et réconfortant Günther. And then I heard a rumor that there was a new civilian project called Project Mercury to go ahead and put a man in space. So that's how I got on Project Mercury, and then I became responsible for the spacecraft itself, for the launch preparation. We learned a great deal because we were new in it, and you had to realize at that time, even in 61, where we had many, many launches here from the Cape, sometimes 3 or 4 a day. But also the ratio of success was that you saw 3 out of 5 would blow up or were destroyed by the range safety officer. That was the time when I started out to have a boat here and just go at night, sometimes sit in the middle of a river and play the old what-if game. You try to conceive what could go wrong and how you could prevent it. And let me tell you, I spent many, many hours looking at the what-if game. But first we got to try it with a chimp named Ham. C'était la course avec les Russes. Ils avaient déjà lancé Sputnik et nous étions à la traîne. Finalement, nous avons envoyé des chimpanzés. Pendant ce temps, Yuri Gagarin décollait et nous n'avions toujours pas volé. On était incroyablement déçus. Il était prévu encore un vol de chimpanzés avant que Shepard ne parte. La NASA n'en finissait pas de recevoir des lettres et des télégrammes des groupes de protection des animaux. Finalement, on a dit, bon, d'accord, on n'envoie pas le singe, on envoie Shepard. Évidemment, Shepard, on le taquine, mais Shepard ne raconte pas cette histoire aussi souvent que moi. We got Shepard off the ground, which was actually emotionally the most emotional launch we had, because this was the first time we put a man in there that everybody knew. See, we had walked with him, we had seen him, we had talked to him, and I never have seen so many grown men cry as that day when he lifted off. Now it is time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Go to the moon.
Quand on a entendu aller sur la Lune et revenir, ça ne nous a pas dérangés. Il avait bien dit et revenir. Mais on est en 61, ce qui signifie qu'on a moins de 9 ans pour réussir, alors qu'on a à peine quitté la Terre. Mais c'était l'occasion de taper un grand coup sur la table et de dire aux Russes, si nous devons faire un numéro, ce sera un grand numéro. When John Glenn went up in 1962, I decided that I like to surprise him with a welcome cake. I built a cake which was 900 pounds. The cake, the measurements of the cake was the same dimensions as the capsule, and was 9 feet tall and 6 feet wide. The cake had the ingredients of 300 pounds of sugar, 190 pounds of butter, 250 pounds of flour, 1,200 eggs, 1 quart of milk, 100 quarts of milk, and 2 quarts of vanilla. Well, the very special thing, what brought us together was the unknown and the mission that we all were extremely involved with. Henry Landvers gérait l'unique hôtel de Cocoa Beach, près de Cap Canaveral. Ici, il entourait de tous ses soins les 7 astronautes. Lui aussi arrivé d'Europe. Henry est un rescapé d'Auschwitz. Coming from Europe and being during the war in concentration camps, I had that need to give back and do certain things because I shouldn't really be here. Now I'm able to do all the things that I always wanted. And the astronauts and the life in Cocoa Beach has been very helpful. La route de Cap Canaveral à Cocoa Beach passe aussi par le garage de Jim Rathman. Un champion automobile qui prêtait ses bolides aux astronautes. Fuselage rutilant, chromes et moteurs surpuissants. Un seul et même univers. Wally would like this car. Anything that goes fast by Wally and Al Shepard and Gordon Cooper, all the guys used to like. In fact, they'd probably be driving this if they were in town right now. This is my race car, the one I won in Indianapolis in 1960, and a lot of the guys were there with me. Astronauts are like race car drivers. They like a lot of excitement, and they're good guys, and I'm not patting myself on the back because I'm a race driver, but I just enjoyed their company. They were regular guys, the original 7 guys. Just a lot of fun and so forth, and carefree, and like to do things that the normal person didn't. That's how I met them, and then we just became friends and messing around together. I live here in Melbourne, they was all up in Cocoa Beach, and we'd go hunting and do all, they liked race cars, they'd go to Indianapolis and Daytona and all the various races, so we became friends, that's all. Nous avions tous le même âge. On grandissait ensemble, une bande de gamins qui s'amusaient avec de nouveaux jouets. Il y a une expression américaine qui dit « celui qui meurt avec le plus de jouets a gagné ». Et on en avait de beaux jouets à l'époque. Et on gagnait. Nous avions des succès, des échecs. Nous savions rire des deux. C'était une période plutôt excitante. Avant les astronautes, qui savait où était Cocoa Beach ? Cocoa Beach, une plage du bout de la Floride, infestée de moustiques et de serpents à sonnette. Cocoa Beach, une route, la numéro 1, par laquelle arrivaient à cette époque les journalistes. Par centaines, ils allaient raconter l'épopée des temps modernes. Cette histoire-là rassemble autour des astronautes des personnages aussi éloignés qu'un ingénieur allemand, un survivant des camps de concentration. Il y a aussi un champion de course automobile.
Après de longues journées de préparation de vol vers l'inconnu, tous les coups sont permis. Partie de pêche avec Gunther, bêtises de collégiens dans l'hôtel d'Henry, essai des derniers bolides de Jim, la nuit, à la barbe de la sécurité de la NASA. L'humour permettait aussi d'oublier que les soviétiques gagnaient alors la course à l'espace. Des lunes et des lunes après Shepard, Grissom, Glenn et Carpenter, en octobre 62, Captain W s'apprête au décollage. Le monde s'intéresse à celui qui part en premier. Moi, je voulais qu'une chose, partir, un point, c'est tout. Glenn et Carpenter avaient volé en pilotage automatique, ce que j'appelais la manière chimpanzé, ça rendait fou les ingénieurs. Je leur ai dit, mais il va falloir un jour piloter vraiment cet engin. Chimpanzé juste assis comme ça. Non, il faut utiliser notre tête, notre ordinateur humain. Il faut arriver à maîtriser cette machine. La veille de mon vol, je suis allé pêcher avec l'astronaute Slayton. J'ai pris un bluefish. Je l'ai mangé à mon petit déjeuner le matin du vol. C'était très important, le poisson, après le traditionnel steak avec œuf à cheval d'avant le décollage. Et puis on m'avait demandé quel journal je souhaitais lire. Alors, sans réfléchir, j'ai dit le New York Times. Ils ont imprimé une édition spéciale, affrété un avion depuis New York, puis un hélicoptère de Miami pour que je puisse le lire à l'aube avant le décollage. Dans le petit camion qui me conduisait vers le vaisseau, j'étais avec un médecin. Il n'arrêtait pas de parler pour me réconforter. Et moi, je n'avais pas envie de l'entendre. Mais c'était difficile de lui expliquer parce qu'avec le casque et l'oxygène, on ne peut pas relever la visière comme ça et parler. Alors j'ai fermé les yeux, ce qui signifiait « tais-toi » et je me suis endormi. C'est dire à quel point j'étais nerveux. Et tout d'un coup, je sens une tape sur mon épaule. Et voilà, on est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Une fois installé dans le vaisseau, la dernière personne que je vois est Günther Wendt. Nous l'appelions le Führer du pas de tir. Il avait la responsabilité de tout ce qui se passait autour du vaisseau jusqu'à la dernière minute. C'est lui qui donnait le dernier tour d'écrou. No, I mean, at one time I told Wally, I said, you better watch out. When you look out the window, right now you see me, but if you see anybody else but a frogman, you better start out as our Father who is art in heaven, because you're in trouble. Status check, pressurization, go. Lock tanking. C'était un moment très particulier, lorsque la structure était retirée et que j'étais désormais seul dans le vaisseau en haut de la fusée. C'est là que je perdais vraiment contact avec les choses de la Terre, qui ne devenaient plus que des voix radio. I have liftoff, clock has started, and she feels real nice. You put your gear pins for this flight? Yeah, I got the pins on my office wall, altimeter's off the page. Stand by for 20 seconds. Okay. 2, 1, march. Roger, backup started and running good. I'll give you a hack at my 30. Oh, she's riding beautiful, Dick. Mark 30, okay, fuel is okay, oxygen okay,
All systems appear to go, and she's getting noisy. How do you read now, Wally? That reads beautiful. Stand by for staging. Ils ont failli arrêter la mission après ma première orbite parce que la température était trop élevée à l'intérieur du vaisseau. Pas au point d'être en danger. J'ai dit, je m'en occupe, laissez-moi faire, je vais régler le problème. Un chimpanzé n'aurait pas pu faire ça. Okay, I'm on push to talk, and the sun's coming in the window now. Deke, I finally got a grasp on this thing where I'm beginning to feel a little cooler, and the suit inlet temperature is now down to 7.6. Over. Indian Ocean ship. This is Sigma 7. I read you. How do you read me? Over. Roger, I have good news. The suit inlet temperature is now 70 degrees. Over. I'm going to put the moon in the center of the window. I'm quite satisfied with both day and night checks. I've been real pleased with it. I have to say that this has been a real treat to see these bears flow into place. Roll answers nicely. Okay, fine. Case feels you're in good shape, Wally, and so I have good news to give you a go for 6 orbits. Hallelujah. C'était fascinant de voir la planète sous forme de globe, de contempler la géographie telle qu'on l'avait apprise à l'école. Ma seule surprise pendant ce premier vol, c'était de voir autant de nuages autour de cette boule. Nous faisons le tour de la Terre comme ceci. Imaginez que ma bague soit le hublot. En haut, on ne voit que l'espace. Et ici, la Terre réapparaît. Ce n'est pas comme en avion. La plus belle des vues de l'espace, ce sont les parachutes qui s'ouvrent à la fin de la mission. Et si on ne les voit pas, c'est un très mauvais jour. Je voulais prouver que nous pouvions amérir sur le point d'impact prévu. Personne n'avait pu le faire auparavant. J'ai améri exactement là où je devais. Et le porte-avions était à 6 km. Je taquine le commandant du porte-avions, c'est un ami qui vit ici à San Diego. Je lui dis toujours, t'étais assez proche de là où tu devais être, juste à quelques kilomètres, et il se marre. « 16 octobre 62. La famille Schira est reçue à la Maison-Blanche par les Kennedy. Le président vient de quitter une réunion sur la crise des missiles de Cuba et il parle à la petite Suzy Schira de Macaroni, le poney de sa fille. Je suis rentré à Houston, le gouverneur était là, le sénateur était là, le député, le maire, tout le monde était là, dans un grand cortège jusque chez moi. Là, le champagne a coulé à flot, c'était super. L'heure tournait, vers 3 heures du matin, les politiciens commencent à partir, puis nos amis, et je me retrouve dans la chambre en pyjama. Et du fond de la maison, ma femme me crie « Wally, tu peux sortir la poubelle ?» Et là, j'ai compris que j'étais revenu sur Terre.
En regardant mes 30 et quelques années de pilotage, je me souviens de moments exceptionnels où j'ai vécu les sensations ultimes en vol. Les pilotes d'essai décrivent les performances d'un avion en termes d'harmonie qui se développe entre l'homme et la machine. Si vous atteignez cette exquise harmonie, la confiance est totale. L'homme et la machine ne font plus qu'un. Et il n'y a plus de limite à ce qu'ils peuvent faire ensemble. J'ai connu ces sensations quand j'ai réussi un rendez-vous dans l'espace. Aux commandes du vaisseau Gemini 6, je me suis approché du vaisseau Gemini 7. Out my mark, 20 seconds. Mark, go. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engine start. Tom et moi formions une équipe parfaite. Tout s'est passé exactement comme je l'ai voulu. L'excitation de réussir quelque chose à la perfection, ça, c'est le plus grand des succès. Faire de l'argent n'est rien comparé à ces sensations, accomplir une mission comme jamais personne ne l'a fait avant vous. Hello, Gemini 6, this is 7. How do you read? Gemini 7, this is 6. You can hold it in the yaw for just a little while. We'll try to get real close and try to get all those photographs. Nous avions prévu d'arriver en vue de l'autre vaisseau pour le rendez-vous, alors qu'il faisait encore nuit autour de nous. Avec la lumière, la cible ressemblait d'abord à une petite étoile, puis à une plus grosse étoile à mesure que nous nous approchions. Et en nous approchant encore jusqu'à environ 30 mètres, tout d'un coup, c'était comme en plein jour. Le timing était parfait, c'était exquis. About 20 feet. Yeah, we're sitting up here playing bridge together. We're in formation of 7. Everything is go here. Roger, congratulations. Excellent. Thank you. It was a lot of fun. On pouvait voir par le hublot le visage des astronautes de l'autre vaisseau. J'ai dit, il y a trop de monde ici. Frank Borman a répondu, appelle la police. Et j'ai continué, hé les gars, je vois que vous n'avez pas fait la lessive. Voilà le petit harmonica avec lequel j'ai joué pendant ma mission Gemini. Avec ça, on peut jouer Jingle Bells. Noël approchait et je me suis dit, il y a la matière à une blague de première classe. Nous avons convaincu Houston que nous avions un objet non identifié en vue et que ce véhicule allait entrer en collision avec nous. Ils sont devenus très nerveux. Chris Kraft, le directeur des vols, voulait appeler Washington, faire décoller des avions de chasse, peut-être même appeler les Russes pour savoir ce qu'ils avaient là-haut en orbite. Finalement, nous avons avoué, c'est le traîneau du Père Noël et nous avons joué Jingle Bells. On n'a pas été mauvais. Nous avions pris des photos de ces étincelles que Glenn avait déjà observées autour du vaisseau, de petits cristaux gelés colorés par le soleil. Il y en avait des milliers. C'étaient en fait des molécules d'eau échappées du système de refroidissement de nos combinaisons, mais aussi des particules d'urine. J'ai de dire que nous avons fait pipi tout autour du monde, ce qui fait en général grincer des dents. Un jour, nous étions dans une réunion scientifique avec une astronome. Elle voit une de ces photos. Oh, quelle extraordinaire constellation, Wally! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est la constellation Urion. Pas Orion, bien sûr, mais Urion, puisque c'était de l'urine gelée. Mais ça, je suis sûr que ça ne sera pas dans votre film.
Après Mercury et Gemini, c'est le programme Apollo et la Lune pour ultime objectif. Dans la course à la conquête de l'espace, grâce au rendez-vous spatial, les Américains ont remporté une victoire décisive. Puis c'est l'accident. Apollo 1, incendie sur le pas de tir, 3 astronautes brûlés vifs. On parle alors d'abandonner le rêve d'un homme sur la Lune. J'étais la doublure de Grissom, et dès le début, je n'ai pas aimé la manière dont se passaient les choses. Et puis un jour, tout l'équipage s'est retrouvé pris dans les flammes, et les 3 hommes ont péri. Maintenant, c'est moi qui étais dans la ligne de mire pour piloter le tout premier vol Apollo. J'ai dit d'accord, mais ça n'est plus le même Shira. Fini la rigolade, je suis très en colère. Si quelqu'un gaffe, tout le monde paie, je voulais une mission sans accroc. Ça n'a pas rigolé après ça. Quand 3 de vos copains meurent brûlés vifs, on est un peu nerveux. Je voulais baptiser le vaisseau Apollo Phoenix, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres. Ça ne leur a pas plu. Wally's flight actually was a very big one for us because everybody realized that after the Apollo fire, if we flop that flight, there may not be an Apollo program. And so finally, you know, people said, hey, you know Wally very well. Why don't you talk to him about things? So one time we had a discussion on an item, there was no change to it. And so I just plain told Wally, I said, hey, Wally, that's the best we can do. Take it or leave it. If you don't want to fly the thing, say so, and somebody else is going to fly it. And Wally looked at me and says, hey, why doesn't anybody ever tell me that way? I said, because they're afraid. I said, now you know what the story is. On a presque fait du ballet là-haut. On flottait dans l'air. L'une des choses les plus drôles pendant ce vol Apollo, il n'y en a pas eu tant que ça, s'est passé avec l'un de mes équipiers. Imaginez 3 membres d'équipage installés dans le vaisseau un peu comme mes doigts. Il y a une fenêtre de chaque côté et une en haut pour l'homme du milieu. On gardait en général les mêmes couchettes qu'au décollage. Là, c'est la couchette de Cunningham, là, la mienne. Et un jour, je me trouvais ici et je regardais dans cette direction et je vois Walt s'éloigner du hublot pour faire ses besoins dans une sorte de sac jaune. Et je lui dis, Walt, tu crois vraiment que quelqu'un va te regarder? Ah, c'est inouï de penser que notre esprit soit à ce point coincé que même dans l'espace, on a peur d'être vu. 3, 2, 1, mark. S4B test complete. Beautiful. That was outstanding. Real fine, outstanding. Notre mission était de tenir 11 jours, ce que nous avons fait. Mais c'était très ennuyeux. Et que faire pendant 24 heures? Sauf être en lune de miel, et encore, je suis pas sûr qu'on puisse être à ce point occupé, même en lune de miel. Nous avions quelques tâches techniques et scientifiques à accomplir. 8 heures de sommeil étaient prévues, mais on n'a pas besoin de temps de sommeil lorsqu'on ne pèse rien. J'avais un calendrier d'octobre 68 attaché à ma montre. Et après quelques jours d'ennui, je me suis mis à barrer les jours, comme un prisonnier. Comment les Russes peuvent-ils tenir là-haut pendant 1 an? Ça me dépasse.
Et quand je pense au futur, à un aller-retour sur Mars avec la technologie actuelle, c'est un voyage qui durera au moins 3 années. Impossible de m'imaginer faire ça, sauf congelé, et je ne sais pas si on y survit. Wally took a couple aspirin and active fed. Walt took one active fed only. He feels fine. He just got a little stuffy headphones. And 3 jours après le décollage, nous étions tous enrhumés. Et le problème dans l'espace, c'est que le mucus ne coule pas. On ne peut pas se moucher. On avait la tête prise sans arrêt, ce qui est vraiment très pénible. Et on se demandait surtout si on pourrait guérir avant de rentrer sur Terre. Car avec les casques bulles, une fois rentré dans l'atmosphère avec la gravité terrestre, le nez coule. Et on peut se noyer dans sa propre morve. On se demandait si on y survivrait. Des années plus tard, un laboratoire pharmaceutique lançait une grande campagne de pub pour le médicament ActiFed. Ils se sont dit, peut-être que ça serait marrant si Schirra faisait cette pub. Je disais, avant, je pilotais des capsules, maintenant, je les avale. Au même moment, je rentrais au conseil d'administration de Kleenex. Je ne savais plus ce qui était le plus efficace contre le rhume, les Kleenex ou ActiFed. Après son vol Apollo, Wally quitte la NASA. Plus de 25 années déjà. Aujourd'hui, Captain W revient à Top Gun, près de chez lui en Californie, la base de sa jeunesse. I was surprised to see all the electronic gear you have in the wardroom and your individual staterooms. Well, that's the other thing that's changed. They're all computer geeks. It drives me crazy. Well, do you play AC/DC aboard ship at all anymore? No, that's gone. They play games on bloody computers. Yeah, that's it. It's much more fun. But you can cheat on AC/DC though. They also read the Wall Street Journal. Well, that's a new twist. Yeah. And then, because we didn't know how to read. You know, that was a problem. When I was a lieutenant here at Miramar, we lived in Del Mar. That's about all I remember. I think I could almost find my old locker unless you probably moved it around, but I had no idea what other people did, and civilians to me were aliens. Didn't even know what they were. Never even saw them before. Sure. What are they doing around here? And television wasn't around yet. I think they just started, and we had one guy in the squadron had a television set. We'd go by on a Friday night and see a television for about an hour, and then he couldn't afford to give us any more booze, so he'd kick us out. Sure. Well, it's really in limbo right now. C'est vraiment le marasme en ce moment. Ce jeu avec les soviétiques, que j'ai toujours un mal fou appelé russe, il y avait une telle rivalité entre nous. Leur équipement est vraiment inférieur au nôtre. Dans la mission commune récemment, on voyait les Américains très tranquilles en manches courtes, et puis les autres avec ces drôles de combinaisons et des tubes qui couraient partout. Après toute l'énergie que nous avons dépensée pour être meilleurs qu'eux, de voir aujourd'hui cette sorte de réconciliation, nous sommes égaux. Ah, vraiment, ça me chagrine. C'est devenu totalement politique. Je vais m'écraser, moi, je veux pas de ça. Exit. Voilà, relax maintenant. Je laisse le pilote automatique se débrouiller. There they are. Well, there's a friend Je of le connais, lui. The astronaut, Walter Marty Astronaute Walter Marty Schirra Jr., virgule, N, ce qui veut dire né, le 12 mars 1923, était le 3e Américain en orbite et le seul astronaute à voler sur les 3 programmes Mercury, Gemini et Apollo. Ah, il y a une photo, voyons ce que c'est. Génial, non? Je ne savais pas que c'était là-dedans. Belle photo. Oh, neat.
Ah, la plus belle des vues. Ah, the best view of all. Oh, this is Là, c'est Gemini. Oh. That picture I took. C'est moi qui ai pris la photo. Maybe I can make this one. Voyons si je suis dans la liste des explorateurs. Non, raté. Et Armstrong non plus. C'est pas juste, nous étions des explorateurs. Ah, ce vieux Christophe Colomb. Et la photo que nous connaissons tous. Apollo 11, l'apothéose. Un petit pas pour un homme, mais un pas gigantesque pour l'humanité. Le 21 juillet 69, on a marché sur la Lune. Wally n'avait ce jour-là que sa voix dans les airs. Il commentait l'événement pour la télévision. Les vols pionniers de Mercury, les exploits de Gemini et les voyages sur la Lune ont fait des États-Unis une fois pour toutes un pays tourné vers l'espace. Tout comme l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal ont prouvé leur grandeur sur les océans, nous avons ennobli la nation dans les étoiles. Pourtant, nous avons failli perdre notre flotte de vaisseaux et de fusées pour un engin appelé navette. L'accident de la navette Challenger a eu lieu parce que tout le monde était convaincu que désormais, c'était comme de monter dans un bus pour aller en ville. Je savais qu'il y aurait un problème quand ils ont commencé à envoyer un sénateur, puis un député. Il n'avait aucune raison d'être là, c'était de la pure politique. Puis il a fallu envoyer une institutrice pour que les enfants des écoles soient contents. Ce n'est pas un programme spatial, ça, c'est un programme de relations publiques. Dès qu'ils sont partis dans cette direction, l'aspect scientifique et technique des voyages dans l'espace s'est perdu. De mon temps, je tenais compte des remarques de n'importe qui sur un problème technique jusqu'aux derniers instants avant le décollage. Tout ça, c'est fini, parce que le système est devenu trop confiant jusqu'à vouloir s'appeler un transport en commun. Toute notre enfance, on nous apprend que la Terre est le centre de l'univers et que tout tourne autour de nous. Je sais que j'ai changé quand j'ai regardé la Terre de loin. Je peux dire ça parce que j'ai pris du recul et j'ai pu admirer la planète. Je n'ai pas seulement vécu sur Terre. Quand je regarde la Lune, je me dis que j'ai quitté 3 fois la Terre et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs où aller. On a intérêt à prendre soin de notre vaisseau Terre. Bonjour. Oh, quelle surprise! Je vois quelqu'un que je connais, un vieil ami à moi. C'est l'histoire d'un homme qui, enfant, voulait être pompier et qui sera astronaute. C'est l'histoire d'un garçon qui rêvait d'approcher Charles Lindbergh. Aujourd'hui, lors de portraits, l'enfant et son héros sont rassemblés dans la salle des célébrités du musée de l'espace.
C'est l'histoire de Captain W, devenu à son tour héros pour d'autres enfants. Rendez-vous le mois prochain du côté de Zanzibar avec une autre grande histoire.